L'Afrique va mal et son mal empire de jour en jour. L'Afrique est plus connue pour ses guerres civiles, ses famines, ses pandémies que pour ses performances économiques. René Dumont écrivait il y a 40 ans « L'Afrique est mal partie. On pourrait même dire que l'Afrique n'est jamais partie, elle recule. » Le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé « L'Afrique peut-elle revendiquer sa place au XXIe siècle ?» nous donne des chiffres alarmants. L'Africain aujourd'hui est plus pauvre que celui d'il y a 30 ans. L'ensemble des revenus des 48 États africains est équivalent à celui de la Belgique. Le PIB de l'Afrique ne représente que 1% du PIB mondial. Le continent africain a moins de routes que la Pologne, et la liste est longue. Dans ce sombre tableau, la Côte d'Ivoire ne fait plus exception. Comment en est-on arrivé là? Il est bon de rappeler qu'à l'indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny avait fait le bon choix en axant le développement économique principalement sur l'exportation de quelques produits agricoles clés, cacao, café, coton, etc. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'occuper au plan mondial la première place pour le cacao et la troisième place pour le café. L'économie était alors très florissante, d'autant plus que les prix étaient rémunérateurs, à telle enseigne que cette période avait été baptisée « miracle ivoirien ».
Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, connue dans les années 70 pour son miracle ivoirien, est-elle actuellement classée par le Programme des Nations Unies pour le développement, selon son critère indicateur de développement humain, au 171e rang sur 175 pays répertoriés? L'analyse montre que, tout comme les autres pays africains, la Côte d'Ivoire a une économie du XVIIIe siècle dans la mesure où elle continue d'exporter ses matières premières. Matières premières dont les prix sont fixés non pas par les Ivoiriens, mais par les multinationales européennes. L'économie ivoirienne dépend donc totalement des cours des matières premières fixés par l'Europe. Or, actuellement, ces cours sont à leur plus bas niveau depuis 100 ans. Ainsi, le cours du cacao est passé de 1640 francs en novembre 2002 à 870 francs actuellement, soit une baisse de moins 50% en 6 mois. Il en est de même pour le café, dont le cours est passé de 2775 francs en 1995 à 370 francs actuellement, soit une baisse de plus de 80% en 8 ans. Pour nous faire saisir l'ampleur de ce phénomène, imaginons un seul instant que les prix des voitures européennes baissent de 80%, la conséquence immédiate est la fermeture des usines de ces voitures européennes. Car aucune entreprise au monde ne peut supporter une telle baisse de prix. Or, ce qui est vrai pour une entreprise l'est également pour un pays. La Côte d'Ivoire est donc appauvrie de matières inéluctables et pour s'en sortir, c'est-à-dire pour survivre, elle est obligée de tendre la main vers les bailleurs de fonds. De ce fait, sa dette extérieure s'élevant à 13 milliards 600 millions de dollars représente plus de 6 fois son budget annuel. Le service de sa dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts, absorbe 27% de ses recettes d'exportation. En d'autres termes, plus du quart des exportations des produits ivoiriens servent à payer les seuls intérêts de sa dette extérieure. La Côte d'Ivoire est dès lors dans une situation inextricable car d'un côté, on l'appauvrit en payant à vil prix ses matières premières et de l'autre, on lui prête de l'argent pour que sa population puisse survivre afin qu'elle continue de planter et brader son café cacao aux usines européennes. Dès qu'elle touche un peu d'argent, on lui demande de rembourser le prêt ou tout au moins les intérêts de ce prêt. Pourtant, pendant que les prix de nos matières premières n'arrêtent pas de baisser, les prix des produits transformés par les autres n'arrêtent pas de monter. Voilà la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, ainsi que tous les autres pays africains. Dans ces conditions, la Côte d'Ivoire doit-elle continuer d'exporter à bas prix ses matières premières aux grandes sociétés qui vont les transformer en Europe et encaisser ainsi à sa place les énormes plus-values de la transformation? Pour survivre, les Ivoiriens doivent-ils continuer à s'endetter auprès des bailleurs de fonds et hypothéquer ainsi leur avenir et celui de leurs enfants? Il ne faut en effet pas oublier que l'énorme dette ivoirienne devra être supportée et donc payée par leurs enfants, petits-enfants et même peut-être leurs arrière-petits-enfants qui seront ainsi endettés avant même leur naissance. Est-ce cela, l'héritage que nous voulons leur laisser? L'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'un leurre. À l'aube du XXIe siècle, il est temps pour les Ivoiriens d'avoir une économie du XXIe siècle et non celle du XVIIIe siècle. Dans cette optique, il appartient aux Ivoiriens de rechercher une économie qui soit adaptée à leurs besoins et qui soit capable de faire le bonheur de leurs concitoyens, bref, faire en sorte que les planteurs gagnent bien leur vie, que les chômeurs, jeunes et moins jeunes, trouvent du travail et ne soient pas obligés d'aller clandestinement chercher du travail en Europe au risque de revenir menottés. Voici dressé le tableau récapitulatif de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent tous les pays africains. Malgré ce tableau, est-il permis d'imaginer la Côte d'Ivoire devenir le Japon de l'Afrique?
C'est sur ce thème que va intervenir M. Thierry Tan, que présente ici le docteur Kouao. Pour des raisons évidentes de temps, je serai volontairement bref. Pour l'essentiel, retenons que M. Thierry Tan est diplômé de la prestigieuse École des hautes études commerciales de Paris. Il est également diplômé d'études supérieures en sciences économiques et titulaire de bien d'autres diplômes sur lesquels je passe volontiers pour m'arrêter quelques instants sur ses expériences professionnelles et ses qualités humaines. À ce niveau, il faut savoir que M. Thierry Tan est actuellement le président directeur général d'Ivoire Café. C'est un banquier international. Il a été directeur général adjoint de CIFCA, qui était à l'époque le premier groupe africain pour l'exportation du binôme café-cacao. M. Tan a été également le conseiller technique et financier de plusieurs ministres. C'est donc un cadre de haut niveau qui aurait pu assurer des fonctions importantes, non seulement en France dont il est ressortissant, mais également dans bien d'autres pays d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. Et en cela, ce ne sont pas les atouts qui lui manquent. En effet, M. Thierry Tan est chinois d'origine. Il est français de par son éducation et ivoirien de cœur. De ce fait, il parle 4 ou 5 langues. En outre, M. Thierry Tan est un gros travailleur qui a cette particularité de percevoir très vite les problèmes socio-économiques. Il les analyse promptement pour en faire la synthèse et proposer des solutions adéquates. Ce cadre brillant aurait donc, vous en conviendrez tous avec moi, réussi partout. Mais Dieu l'a choisi pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je connais personnellement M. Thierry Tan depuis une bonne vingtaine d'années. Et à ce titre, j'ai pu témoigner qu'il a toujours nourri de très bonnes pensées pour l'Afrique. C'est un homme cohérent dans ses dires comme dans ses actes. Et il a un sens élevé de l'honneur et du travail bien fait. Et étant croyant moi-même, je puis dire encore que M. Thierry Tan est un homme de foi dont les actes sont guidés par la crainte de Dieu et l'amour du prochain. C'est donc ce grand humaniste, cet homme de conviction, cet homme fidèle aux grands idéaux de paix et de bonheur partagés, oui, c'est cet homme providentiel qui va maintenant partager avec nous son rêve de voir la Côte d'Ivoire, notre pays, devenir le Japon de l'Afrique. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'entendre. Monsieur Thierry Tan, vous avez suivi avec nous tout à l'heure le document filmé qui donne une description de l'Afrique, une description de la Côte d'Ivoire. C'est une description qui n'est pas du tout réluisante. Et pourtant, vous êtes convaincu que la Côte d'Ivoire peut être le Japon de l'Afrique. C'est un rêve, c'est une réalité? Bien, tout d'abord, je voudrais vous dire que, vous savez, tous les grands événements qui se sont déroulés dans le monde ont toujours démarré par un rêve ou par une vision qui n'est qu'un rêve à l'état éveillé. Mais quand ces rêves sont faits par des personnes sincères et pugnaces qui se battent pour leurs convictions, eh bien leurs rêves finissent toujours par devenir des réalités. Et pour cela, je vous donne 2 exemples parmi tant d'autres. Tout d'abord, Jeanne d'Arc, qui avait une vision, celle de Dieu, lui demandant de libérer la France des Anglais qui l'occupaient depuis 100 ans. Et bien que Jeanne d'Arc soit une bergère et pas du tout un soldat, elle a réussi à mobiliser toute la France pour chasser les Anglais du sol français. Et elle a gagné. Sa vision est bien devenue une réalité. Le deuxième exemple concerne donc le révérend Martin Luther King, qui lui avait fait un rêve, son fameux I Have a Dream. Et son rêve également est devenu une réalité. Puisque aux États-Unis, il n'y a plus de ségrégation raciale, ni dans les bus, ni dans les écoles, ni ailleurs. Mieux, vous savez que le président Bush a comme très proches collaborateurs M. Colin Powell et Mme Condoleezza Rice, qui sont des Américains d'origine africaine. Mais c'était impensable, inimaginable,
avant le rêve du révérend Martin Luther King. Et ces deux exemples, parmi tant d'autres, vous démontrent que les rêves qui s'assignent des missions importantes finissent toujours par devenir des réalités. Alors, rêver que la Côte d'Ivoire puisse devenir le Japon de l'Afrique est tout à fait réalisable. Oui, ce sont des exemples bien pris, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire de façon subtile que l'Afrique a fait le mauvais choix vu les résultats économiques que nous avons actuellement. Ben, vous savez, à l'indépendance, nous n'avons pas fait que de mauvais choix, nous avons fait aussi de bons choix. Et le bon choix concerne notre agriculture, basée sur la culture de rente, avec le binôme café-cacao comme produit clé. Et ce bon choix a permis à la Côte d'Ivoire de connaître un démarrage fulgurant, à telle enseigne qu'on parlait à cette époque de miracle ivoirien. Mais à côté de ce bon choix, nous avons fait, hélas, aussi un mauvais choix concernant notre industrialisation. En effet, à l'époque, au lieu d'adopter la politique de diversification verticale, qui consiste soit à bâtir notre industrie sur la transformation de nos produits de base afin de les valoriser au maximum, soit, deuxième possibilité à l'époque, c'était de prendre des participations importantes dans les grandes sociétés européennes de la transformation afin de mieux les contrôler. Et cette diversification verticale nous aurait permis de maîtriser, de contrôler toute la filière de A à Z, c'est-à-dire production, transformation, jusqu'à l'exportation et même la distribution de nos produits finis à forte valeur ajoutée dans le monde entier. Et cela nous aurait permis de gagner sur tous les tableaux. Ainsi, si les prix de nos matières premières baissaient, nous aurions gagné sur le prix de nos produits finis qui, eux, ne baissent jamais. Mais au lieu de cela, eh bien, nous avons fait le mauvais choix en utilisant la forte rente que nous avions à l'époque, parce que le prix du café et cacao à l'époque était très élevé. Et donc nous avons utilisé la forte rente que nous avions à l'époque pour financer les industries d'import-substitution qui, comme vous le savez, se contentent d'importer des produits quasiment finis de l'étranger, de les conditionner dans des petits emballages avant de les vendre sur le marché local. Mais comme elles n'utilisent pas les produits de nos planteurs, eh bien, elles n'apportent ni valeur ajoutée, ni richesse, ni emploi pour nos planteurs. Pire, pour protéger ces industries qui ne sont pas du tout compétitives, l'État s'est senti obligé d'élever les taxes et les réglementations pour les protéger. Et cela a pour conséquence, eh bien, c'est de rendre d'abord la vie très chère, ensuite d'encourager la corruption et enfin de décourager les investissements. Et là, on peut dire que la Côte d'Ivoire a donc fait un mauvais choix en adoptant cette politique économique d'import-substitution, préconisée, comme vous le savez peut-être, par l'économiste argentin Raoul Prebisch, qui a échoué partout dans le monde. Donc nous avons fait un bon et un mauvais choix. Alors, avec tout ce que vous venez de décrire, ces difficultés, compte tenu de l'échec de l'économie et d'import-substitution, quelle est l'autre alternative? En d'autres termes, comment faire un bon choix économique qui puisse concilier tous les intérêts? Mais avant de parler de solution, on doit d'abord se poser la question de savoir ce qui se passerait si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on ne transforme pas. En effet, vous savez, et tout le monde le sait, qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est bien le premier producteur de cacao et le 10e pour le café. Mais tout le monde sait également que d'autres pays, tels que la Malaisie, l'Indonésie ou le Vietnam, commencent aussi à planter le café cacao, avec des rendements 4 fois supérieurs à celui de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi si nous dormions sur nos lauriers, eh bien, nous risquons de nous réveiller avec des maux de tête terribles qui vont nous faire pleurer. Donc, pour éviter ces réveils pénibles, je pense sincèrement qu'il faut qu'on transforme très rapidement nos produits avant les autres, avant qu'il ne soit trop tard.
D'autant plus que pour répondre à votre question, eh bien, à mon avis, la transformation reste le seul moyen pour concilier les intérêts des planteurs, des villageois, des citadins et même de la Côte d'Ivoire. En effet, la transformation touche en premier lieu les intérêts des planteurs, dans la mesure où la transformation valorise les produits agricoles, donc les produits de nos planteurs. Ensuite, comme cette industrie est installée dans les villes, eh bien, elle touche également les citadins, qu'ils soient cadres, jeunes ou moins jeunes. Et enfin, comme c'est une industrie exportatrice de produits finis à forte valeur ajoutée, eh bien, elle rapporte également beaucoup de devises fortes, c'est-à-dire de l'argent frais, qu'on appelle le fresh money, pour la Côte d'Ivoire. C'est tout cela qui va permettre de relancer, de financer la relance économique, le décollage économique de la Côte d'Ivoire, sans avoir besoin de s'endetter. Mais en tout état de cause, c'est bien la transformation qui a permis aux petits pays asiatiques de devenir les dragons. Et ces dragons, comme vous le savez, sont des tout petits pays. Ainsi, Taïwan est 10 fois plus petite que la Côte d'Ivoire. Et Singapour, dont tout le monde en parle, eh bien Singapour est 500 fois plus petite que la Côte d'Ivoire. Et par-dessus le marché, ces petits dragons n'ont même pas de matières premières. Ainsi, Singapour ou Hong Kong sont obligés d'importer même de l'eau. C'est vous dire. Et pourtant, malgré tout cela, ces dragons ont réussi à devenir prospères, dynamiques, respectés. Et tout cela grâce à la transformation. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu que la raison principale qui explique la nouvelle richesse de l'Asie et la pauvreté croissante de l'Afrique, c'est que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien, alors que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout. Et lorsque ce cri sera entendu, alors la Côte d'Ivoire pourra devenir le Japon de l'Afrique. Je ne suis pas afro-pessimiste, mais je suis quand même inquiet. Malgré toutes les difficultés que vous venez d'évoquer, vous continuez de croire que la Côte d'Ivoire peut être le Japon de l'Afrique. Ben, non seulement je crois, mais j'en suis sûr que le Japon va devenir, et je vais vous expliquer. C'est vrai qu'a priori, une telle comparaison entre le Japon, qui est la deuxième puissance économique du monde, et la Côte d'Ivoire, qui est en proie à de multiples difficultés, peut paraître choquante. Il est difficile de comparer ces deux pays, mais on va pouvoir le faire. Mais, comme on l'a dit, s'il ne s'agit que d'affronter des difficultés, eh bien, je peux vous dire que le Japon a démarré dans des conditions bien plus difficiles que celles de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Et pour vous le démontrer, je vais vous prendre quelques faits pris sur le plan historique, géographique et ressources naturelles. Tout d'abord, sur le plan historique, eh bien, vous savez qu'au XIXe siècle, c'était l'hégémonie européenne. Les Européens dominaient le monde, à telle enseigne qu'on disait que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, car les Anglais possédaient des colonies sur tous les continents. Et face à cette hégémonie européenne, le jeune empereur du Japon, l'empereur Meiji, a tout de suite compris que pour tenir tête aux puissances européennes, il faut que son pays devienne lui aussi une puissance moderne. Ainsi, par sa seule volonté, l'empereur Meiji a réussi à faire passer le Japon, son pays, de l'ère des samouraïs du Moyen-Âge à l'ère moderne. Et tout cela en 20 ans. Puisqu'en 1894, le Japon a réussi à vaincre la Chine, qui était 100 fois plus vaste et plus peuplée. Et 10 années plus tard, en 1904-1905, eh bien, le Japon a réussi à écraser la flotte et l'armée russe du tsar Nicolas II. Et c'était à l'époque un événement considérable, car c'est la première fois qu'une armée asiatique non blanche avait réussi à battre une puissante armée européenne, et qu'elle avait réussi en si peu de temps. Deuxième fait historique,
En 1945, le Japon avait reçu 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et en outre, toutes ces autres villes, y compris Tokyo, ont été écrasées, anéanties par les bombardiers américains, les B-29, qu'on appelait les forteresses volantes. Et après l'armistice, en 1946, toutes ces usines ont été démantelées par le général américain MacArthur, qui voulait faire du Japon un simple pays agricole, sans aucune industrie. Donc tout cela se passait entre 1945 et 1950, c'est-à-dire 10 années à peine avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Malgré tous ces problèmes qui sont gigantesques, le Japon a réussi non seulement à devenir la 2e puissance économique du monde, mais surtout à être aussi le premier créancier des États-Unis, le pays qu'il avait écrasé en 1945. Voilà les faits historiques qui vous démontrent qu'un pays, malgré toutes les pires difficultés, peut toujours se redresser et peut toujours devenir un grand pays dynamique, prospère et respecté dans le monde. Voilà que nous avons vu, si vous voulez, la comparaison sur le plan historique. Voilà, voyons, si vous voulez, un peu maintenant la comparaison géographique entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La Côte d'Ivoire a 322 000 km² et le Japon 377 000 km². Eh bien, la superficie de ces 2 pays est tout à fait comparable. Mais comme le Japon est constitué d'îles volcaniques, eh bien, les Japonais ne peuvent vivre que sur les côtes. Ce qui fait que la surface habitable est beaucoup plus petite au Japon qu'en Côte d'Ivoire. En outre, au Japon, il y a des tremblements de terre tous les jours, des volcans, des typhons qui ravagent le pays, l'obligeant à se reconstruire sans cesse. Mais la Côte d'Ivoire ne connaît pas tout cela. Mieux, la Côte d'Ivoire possède d'énormes richesses, alors que le Japon n'a rien. Donc, si nous basons notre comparaison sur ces différents aspects historiques, géographiques et ressources naturelles, et on peut dire que la Côte d'Ivoire est beaucoup mieux lotie que le Japon. Donc, logiquement, c'est le Japon qui devrait se poser la question de savoir comment il pourrait devenir la Côte d'Ivoire de l'Asie. Dans ces conditions, rêver, imaginer que la Côte d'Ivoire puisse devenir le Japon de l'Afrique est donc tout à fait réalisable, tout à fait possible. Oui, mais comment et à quelles conditions pour être plus net sur le sujet? Eh bien, nous avons vu que malgré les conditions extrêmement difficiles, le Japon a réussi à devenir la 2e puissance économique du monde. C'est-à-dire que son économie, l'économie japonaise, est équivalente à celle de l'Allemagne, de la France et de l'Italie, les 3 pays réunis ensemble. Et pour obtenir ces résultats mirobolants, eh bien, naturellement, il y a comme condition la volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut rien obtenir. Mais à côté de la volonté, il y a aussi la culture du grand philosophe Confucius, né il y a 2500 ans. Et cette culture confucienne donne une très grande valeur à la moralité, à la noblesse de l'homme et à son honneur, au travail, au respect des vieux, des anciens, à l'amour de la famille, à l'amour de la patrie. Mais si vous observez bien, beaucoup de ces valeurs confucéennes se retrouvent également dans les valeurs traditionnelles africaines. Mais hélas, malheureusement, l'Afrique a beaucoup perdu de ses racines traditionnelles au profit de certaines valeurs occidentales et notamment le culte de l'argent. Il est aussi vrai que l'Afrique a perdu de ses racines, mais en tout état de cause, les Africains n'ont pas la même culture que les Japonais. Ça aussi, c'est une vérité. C'est vrai que l'Afrique, les Africains n'ont pas la même culture. Mais je vous dis qu'une culture, cela se transmet, cela s'apprend.
Ainsi, on vient de parler de Confucius. Eh bien, Confucius, c'est un grand philosophe chinois et pas du tout japonais. Et pourtant, les Japonais l'ont adopté, ainsi que les autres dragons asiatiques. Mais je vais vous donner un autre exemple, beaucoup plus proche de vous. Vous savez que les Japonais ont inventé le judo et autres arts martiaux. Ben, il n'empêche qu'on trouve des Africains champions du monde en arts martiaux. Et ils le sont parce qu'ils ont adopté la culture des arts martiaux. Et ceci veut dire donc deux choses. Qu'une culture n'est pas réservée à un seul peuple. Et deuxième chose, quand un autre peuple veut s'inspirer de cette culture, il le peut. Quand on veut, on le peut. Tout n'est qu'une question de volonté. On y revient encore. Maintenant, en admettant que les Africains arrivent à s'inspirer de cette culture, la culture japonaise, comment faire pour que l'Afrique ne soit plus un continent à problème et qu'elle soit enfin respectée comme on le souhaiterait? Eh bien, vous savez, on a coutume de dire que l'Amérique est riche parce que les Américains sont riches. Mais on a aussi coutume de dire que l'Afrique est riche, mais que les Africains sont pauvres et même très pauvres. Alors, pourquoi une telle contradiction concernant l'Afrique? Mais tout simplement parce que l'Afrique a une économie du XVIIIe siècle et que les Africains continuent encore à exporter leurs richesses, c'est-à-dire leurs matières premières, aux grandes sociétés européennes qui les valorisent, qui les transforment en Europe et encaisser ainsi à leur place, c'est-à-dire à la place des Africains, l'énorme plus-value de la transformation. On peut dès lors dire que l'Afrique a certes acquis l'indépendance politique, mais pas son indépendance économique. Et pour cela, prenons l'exemple du café. Vous savez que le cours du café vert, fixé à Londres, a baissé de 80% en 8 ans. Alors vous savez aussi qu'aucune entreprise au monde ne peut supporter une telle baisse de prix sans tomber en faillite. Or, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pire, sur le prix actuel de 370 francs CAF par kilo, CAF ça veut dire coût, assurance et fret, il faut encore enlever les frais des intermédiaires et de transport maritime. Il ne reste donc que 200 francs à peine par kilo à l'Afrique. Et ce même café africain, transformé ensuite par les grandes sociétés en Europe en café soluble, se vend ensuite à plus de 20 000 francs le kilo à travers le monde. Voilà la contradiction. Et je dirais même l'injustice, elle est là. 200 francs pour l'Afrique qui produit le café et 20 000 francs pour l'Europe qui se contente de transformer le café africain. Et ce qui est vrai pour le café l'est également pour toutes les autres matières premières. Et tant que l'Afrique n'a pas compris cela, eh bien les Africains resteront pauvres, pour ne pas dire misérables. Alors, donc pour vous, la transformation, c'est la seule condition pour rendre les Africains riches. Mais je vous demande en même temps, transformer quoi? Parce qu'on transforme déjà certaines choses. Oui, c'est vrai. Mais il faut d'abord transformer en produit fini, pas en produit semi-fini. Mais c'est une question importante, récurrente, puisque elle revient chaque année. Ceci étant, je pense qu'il est inutile de faire venir à grands frais des milliers d'experts pour savoir ce qui est bon pour l'Afrique, ou, en d'autres termes, quel est l'avantage comparatif le plus élevé pour la Côte d'Ivoire. Mais, me direz-vous, comment évaluer l'avantage comparatif d'un pays dans le contexte de la mondialisation? Comment le faire? Voilà. Eh bien, je vais prendre des exemples. Pour un pays comme le Japon, qui n'a pas de ressources naturelles, eh bien, son avantage comparatif lui dicte de valoriser la seule matière qu'il possède, c'est sa matière grise. Donc, c'est bien la transformation. Par contre, pour l'Afrique, qui regorge de richesses naturelles, mais son avantage comparatif lui commande de valoriser les matières premières qu'elle a à provision sur son sol. Reprenons l'exemple du café. Eh bien, en l'exportant à l'état brut, l'Afrique touche 200 francs à peine par kilo.
et en le transformant sur place, eh bien l'Afrique touchera peut-être pas les 20 000 ou 30 000 francs, mais elle touchera au moins 10 000 francs par kilo, c'est-à-dire 50 fois plus qu'à l'heure actuelle. Et cet avantage comparatif est tellement évident que si un enfant de 7 ans, à qui on va présenter d'un côté un bonbon et de l'autre côté 50 bonbons, il ne va pas hésiter, il ne va pas faire venir des experts, il va choisir les 50 bonbons. Or, 43 ans après l'indépendance politique, nous sommes toujours en train d'hésiter entre un bonbon et 50 bonbons. Hélas. Alors, qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Parce que jusqu'à présent, vous avez démontré, mais vous n'avez pas proposé. On va arriver doucement. Vous voyez, c'est une bonne démonstration, une bonne démarche, disons, qui va nous permettre d'arriver petit à petit de manière concrète à la solution. Alors, je voulais vous dire que, fort de mes expériences de banquier, de numéro 2 d'une grande société d'exportation de café cacao, et aussi, naturellement, de mes relations avec les très grandes sociétés asiatiques et même européennes, grâce au réseau de mes camarades HEC, eh bien, je pensais qu'il était de mon devoir de monter une société qui pourrait montrer à mes frères africains qu'il ne faut plus hésiter, qu'il ne faut plus avoir peur des multinationales et qu'il faut monter sur place une industrie de transformation. Et pour justement que ce ne soit pas des paroles en l'air, j'ai monté Ivoire Café en 1992, après avoir pendant 2 années sillonné le monde pour contacter les clients, les fournisseurs d'équipements, les partenaires financiers, etc., etc. Et lorsque tout ce monde-là était d'accord sur le projet, eh bien, je l'ai monté en 1992. Il y avait plusieurs produits, mais vous vous êtes intéressé seulement au café. Pourquoi le café? Eh bien, le café, mais tout simplement parce que, vous savez, contrairement à Bonfoutou, connu des connaisseurs et des seuls initiés, mais pas connu du tout dans le reste du monde, le café, par contre, est un produit mondialement connu, dans la mesure où c'est le 2e produit le plus commercialisé dans le monde, juste derrière le pétrole. C'est pourquoi je pensais d'abord au café, parce que c'est la transformation. Donc, ça veut dire l'industrie du café soluble, notre industrie du café soluble, qui va, à mon avis, servir de locomotive puissante derrière laquelle vont s'accrocher tous les autres wagons constitués des produits tels que cacao, soja, noix de coco, anacarde, mangue, etc., etc. C'est, puisqu'on parle de locomotive, sans jeu de mots, la meilleure voie d'industrialisation pour notre développement, si on veut suivre l'exemple du japonais, enfin, du Japon. Voilà. Alors, quels sont les enjeux d'Ivoire Café pour la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez nous le dire de façon nette? Les enjeux d'Ivoire Café pour la Côte d'Ivoire, si elle avait pu voir le jour, comme il était prévu en 1994-95, Ivoire Café, grâce au contrat qu'elle avait réussi à signer avec les plus grands groupes commerciaux mondiaux, elle aurait rapporté par usine et par an à la Côte d'Ivoire 128 millions de dollars, soit presque 100 milliards de CFA, comme j'ai dit, par usine et par an. Soit, pour les presque 9 années de blocage, cela représente plus de 1 milliard de dollars, soit plus de 800 milliards de CFA perdus pour rien. Et tout cela à cause de la malveillance de tous ceux qui ont voulu, qui n'ont jamais voulu que la Côte d'Ivoire puisse se transformer ses propres matières premières sur place. Mais ceci étant, outre ces richesses créées, Ivoire Café crée aussi beaucoup d'emplois. Il ne faut pas oublier cela. En effet, chaque usine crée 700 emplois de cadres et d'agents de maîtrise qui devaient être recrutés dès son démarrage en 1994. Mais à côté de ces emplois directs, on a aussi des emplois indirects, plusieurs milliers d'emplois indirects, sous-traitants, transporteurs, etc. Et il faut ajouter aussi plusieurs centaines de milliers d'emplois créés par nos planteurs pour réhabiliter leurs plantations, redevenues enfin rentables grâce au meilleur prix payé par Ivoire Café. Et ces emplois représentent, une consommation annuelle
de 40 milliards et des recettes fiscales pour l'État de 10 milliards, sous forme de TVA, d'impôts sur les salaires, d'impôts sur les revenus, etc. Tout cela, c'est par usine et par an. Alors, imaginez ce que cela pourrait représenter pour la Côte d'Ivoire, avec 30, 40 usines qu'on pourrait avoir en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie d'en savoir davantage. Quel est l'impact d'Ivoire Café sur l'économie ivoirienne? Ce que Ivoire Café peut apporter à la Côte d'Ivoire? Eh bien, lors de ma conférence au Conseil économique et social, le 11 juin 2003, j'ai examiné en détail l'impact multiforme d'Ivoire Café sur tous les secteurs de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi, cette fois-ci, faute de temps, je vais donc reprendre que les grandes lignes de cet impact multiforme. Nous avons vu tout à l'heure qu'Ivoire Café constitue une locomotive puissante de la transformation. Et la transformation elle-même est un véritable catalyseur, provoquant une réaction en chaîne bénéfique pour toute l'économie ivoirienne. Dans ce contexte, nous allons examiner les effets directs et indirects de la transformation sur l'économie ivoirienne. La transformation a deux effets directs sur l'économie ivoirienne. Tout d'abord, la transformation locale permet de valoriser nos produits en multipliant par 5, par 10, par 20, par 50 ou par 100, comme nous avons vu, les produits que nous allons transformer. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième effet, c'est que la transformation permet également de faire monter automatiquement les cours de nos matières premières. En effet, la transformation, eh bien, locale, va réduire le tonnage de notre café vert, pour ne parler que de café, mais c'est valable pour les autres produits, va réduire donc le tonnage de nos produits destinés à l'exportation. Et donc, de ce fait, les gens vont venir acheter à tout prix notre café et autres produits de crainte d'être en rupture de stock pour leur usine en Europe ou ailleurs. Et c'est cela qui va provoquer une spéculation à la hausse des cours de nos matières premières. Mais savez-vous ce que cette hausse peut représenter pour la Côte d'Ivoire? Eh bien, pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, nous allons prendre l'exemple du cacao. Vous savez que la Côte d'Ivoire produit 40% de la production mondiale, avec 1 200 000 tonnes de cacao, c'est-à-dire 1 200 milliard de kilos de cacao. Si nous faisons augmenter le cours de cacao de 100 francs par kilo, eh bien, ça va rapporter à la Côte d'Ivoire 120 milliards de CFA. Si nous le faisons monter ce cours de plus 500 francs par kilo, eh bien, ça va rapporter à la Côte d'Ivoire 600 milliards de CFA. Et si nous faisons augmenter de 900 francs, comme c'était le cas, mais ce n'était pas nous qui l'avons fait, mais c'était le cours mondial qui avait fait cela, en 2002, plus 900 francs, eh bien, ça représenterait 1080 milliards pour la Côte d'Ivoire. Et si c'était 1000 francs seulement par kilo, 1000 francs par kilo, eh bien, ça représenterait 1200 milliards pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce montant est quasiment l'équivalent de notre budget national, hors service de la dette. C'est donc considérable. Considérable d'autant plus que cette montée des cours n'est plus épisodique, c'est-à-dire provoquée par les autres. Elle sera durable, dans la mesure où c'est nous qui provoquons cette montée des cours et c'est nous qui fixons les prix grâce à la transformation. Voilà, si vous voulez, rapidement, les deux effets directs de la transformation sur l'économie ivoirienne, qui sont vraiment très importants, comme vous pouvez le constater vous-même. Il y a des effets indirects que vous pourriez nous expliquer aussi? Oui, les effets indirects sont multiples là aussi. Nous avons vu les effets directs, mais il y a les effets indirects. Tout d'abord, sur les investisseurs. En effet, la réussite de la réalisation d'Ivoire Café va attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire
pour monter des usines du même type, pour transformer le cacao, le soja, les noix de coco, les fruits, l'anacarde, les mangues, etc., etc. Ainsi, ces investissements, qu'on appelle investissements étrangers directs ou IED, très importants, il y a des montants très importants, vont permettre de relancer l'économie de la Côte d'Ivoire sans que la Côte d'Ivoire n'ait besoin de s'endetter. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que le Japon a fait. Voilà, faisons comme le Japon. Mais l'effet indirect ne s'arrête pas là. Il y a un autre effet indirect, c'est sur le tourisme. Vous savez que le boom économique engendré par la transformation va amener rapidement le tourisme d'affaires. Les hommes d'affaires vont dire, mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il faudrait qu'on aille faire un petit tour pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que ça a l'air de bien marcher. Donc, ça va attirer le tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires va entraîner le tourisme populaire. Mais savez-vous que l'organisation mondiale, selon l'Organisation mondiale du tourisme, eh bien le tourisme est classé deuxième parmi toutes les industries du monde. En effet, le tourisme constitue 7% des échanges mondiaux de biens et services et produit chaque année 495 milliards de dollars de recettes touristiques. À titre d'exemple, l'île Maurice, qui n'a qu'une superficie de 2000 km², soit 160 fois plus petite que la Côte d'Ivoire, eh bien l'île Maurice a réussi à y attirer en 2002 700 000 touristes qui lui ont rapporté 700 millions de dollars, soit presque 500 milliards de CFA, soit plus que les promesses de prêts des bailleurs de fonds à notre égard. Donc, dans ce domaine, si la Côte d'Ivoire s'y prend bien, elle pourra faire, je pense, elle pourra faire ou espérer faire beaucoup mieux que l'île Maurice, qui est 160 fois plus petite qu'elle. C'est dire là aussi les perspectives importantes offertes à la Côte d'Ivoire pour devenir le Japon de l'Afrique. Vous avez abordé plusieurs aspects, mais il y a encore des impacts que vous n'avez pas évoqués. Oui, les effets indirects sont, comme j'ai dit tout à l'heure, multiples. On n'a pas terminé encore. Il y a le cinquième effet indirect sur les planteurs, les revenus des planteurs. En effet, le développement d'Ivoire Café a une importante incidence sur tous les secteurs, et notamment auprès des planteurs dont les revenus vont être multipliés par 10. En effet, la transformation touche tous les produits, comme nous avons vu tout à l'heure. Café, cacao, soja, noix de coco, anacarde, etc. Et de ce fait, nos planteurs vont toucher plus de revenus, et ce de manière régulière. En effet, il n'y aura plus dans l'année une campagne café ou cacao, mais des campagnes multiples de tous les produits que nous venons de citer. Et c'est pourquoi les planteurs vont percevoir régulièrement, tous les mois, pour ne pas dire tous les jours, des revenus provenant de la vente de leurs produits ainsi diversifiés. C'est ce que j'appelle la nouvelle agriculture intégrée et diversifiée. Diversifiée parce qu'elle touche tous les produits, et intégrée parce qu'on a intégré la transformation à la plantation, à la production. Et dans son contexte, chaque région va posséder ses usines de transformation sur place. Ainsi, ce développement industriel régional va participer activement à la politique de la décentralisation et aussi à la responsabilisation accrue de nos conseils généraux. Mais ce n'est pas fini. Nous avons un sixième effet indirect, c'est sur la cherté de la vie. En effet, grâce aux échanges accrus avec de nouveaux marchés, eh bien, nous pouvons acheter les produits là où ils sont les moins chers. Et la cherté de la vie, tant décriée par la population, est dès lors combattue grâce au raccourcissement du circuit de la distribution et à l'achat groupé. Ainsi, nos échanges vont se multiplier et la circulation des richesses va engendrer de nouvelles richesses qui, elles aussi, vont financer le redécollage économique de la Côte d'Ivoire et permettre ainsi, encore une fois, à la Côte d'Ivoire de devenir le Japon de l'Afrique.
Mais, encore une fois, c'est pas encore terminé. Oui, ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout, effectivement. Ce n'est pas tout. On pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas tout. Il y a le 7e effet, c'est l'effet indirect sur la mondialisation. Tout le monde parle de la mondialisation. Mais vous savez que la mondialisation signifie en pratique que dorénavant, eh bien, les puissants, c'est-à-dire les multinationales, peuvent librement et légalement avaler ou exploiter les petits que nous sommes. Et face à cette mondialisation ou globalisation, eh bien, il est inutile de crier que nous ne sommes pas d'accord, car c'est un fait inéluctable et un mouvement irréversible. Donc face à cette mondialisation et dans ces conditions, il serait beaucoup plus raisonnable de réfléchir à une parade. Or, la meilleure parade contre les multinationales, c'est d'être soi-même une multinationale. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se doit de posséder un grand groupe national comme Ivoire Café, qui a son siège social, ses installations, son centre de décision à Abidjan et non plus à Londres, à Paris ou ailleurs. Et ça, c'est très important, parce que je pense que la Côte d'Ivoire, à l'instar des dragons asiatiques, a besoin d'une structure moderne et puissante, seule capable d'attirer les investissements étrangers directs, que nous avons vus tout à l'heure, les IED, et seule capable aussi de tenir tête aux puissances multinationales, comme l'avait fait l'empereur Meiji en son temps. Et en devenant puissante et riche, la Côte d'Ivoire sera respectée. Et il en sera de même pour les Ivoiriens, qui seront dès lors accueillis en Europe avec des fleurs et non plus avec des menottes. En effet, si les Ivoiriens trouvent du travail sur place, ils sont riches, eh bien ils iront en Europe en tant que touristes ou en tant qu'hommes d'affaires et non plus en tant que travailleurs clandestins. C'est pourquoi, à mon avis, la transformation industrielle est essentielle. Mais je sais aussi que sa réussite doit passer d'abord par la transformation des mentalités, nos mentalités. Il faut qu'on ait une mentalité de vainqueur. Et ce genre d'émission va y contribuer fortement. Merci à la RTI. Ceci étant, la transformation, le développement par la transformation, eh bien, c'est dans l'intérêt bien compris de tout le monde, y compris de l'Europe. Car il n'est pas recommandé pour l'Europe d'être un îlot de prospérité au milieu d'un océan de misère. Et je sais que la majorité des Européens l'ont parfaitement compris, sont d'accord sur ça. Mais ils ne bougeront pas, ils ne feront rien si nous ne faisons pas le nécessaire pour leur montrer ce dont nous sommes capables. Aide-toi et le ciel t'aidera.